Je vais passer la parole. Et il a l'honneur de commencer avec des problèmes de cœur. Pas lui-même, hein, mais ce sont les chats. Je voudrais vous présenter Jean-François Rousselot, président de l'AVAC. L'AVAC est l'Association française des vétérinaires pour animaux de compagnie. Est-ce que vous avez un micro, mon cher Jean-François? Ah oui, il faut que je porte le micro. Ça va être utile pour que tout le monde nous entende. Alors, merci Cyril, merci au Louvre de m'avoir invité. Et puis, merci aussi au Louvre parce qu'on a avec le Louvre des liens, l'AVAC avec le Louvre des liens très forts. Et j'en profite juste pour vous dire que vous êtes aussi bienvenue, vous serez bienvenue au Congrès de Lyon qui se déroule à la fin novembre, hein, et à cette classique réunion éleveurs vétérinaires, hein, qui est dédiée à la fois aux éleveurs de chiens, aux éleveurs de chats et aux vétérinaires. Et ça sera le mercredi 20 novembre et il y aura un très beau programme. Alors, on va parler un peu en effet de cœur. Le cœur, c'est un muscle creux qui est entouré de deux enveloppes, une interne, l'endocarde, une externe, le péricarde, et dont l'objectif est de donner à la circulation une quantité de sang suffisante pour que nous puissions avoir nos activités physiques habituelles. Les maladies du chat sont réparties en deux grands groupes. D'une part, les malformations sont un petit peu moins fréquentes que chez le chien, et d'autre part, des maladies acquises, dans lesquelles les maladies du myocarde statistiquement sont les plus nombreuses. Chez le chien, on sait que c'est plutôt une maladie valvulaire, la maladie dégénérative de la valve mitrale, hein, qui est la première maladie cardiaque. Ben non, là, c'est les maladies du muscle cardiaque. Ces maladies, elles ont une origine connue ou elles ont une origine inconnue. L'origine connue, ben, c'est par exemple l'hypertension artérielle. Quand les vaisseaux ont un diamètre qui est rétrécible, le cœur il a plus de mal à le pousser et donc il va se muscler, il va s'hypertrophier. Ce sont un certain nombre de maladies endocriniennes, dont l'hyperthyroïdie, qui est surtout connue chez les chats très âgés. Et puis, c'est certaines infiltrations cancéreuses. Et puis surtout, pour vous éleveurs, ça peut être très intéressant de le savoir, il y a des myocardites qui aussi modifient le muscle cardiaque, et en particulier des myocardites virales qui, chez le jeune sujet, peuvent être aussi très ennuyeuses et un peu mimer les myocardiopathies d'origine inconnue, dans lequel qu'on va un peu développer dans cet exposé. Bien sûr, pour rechercher l'origine d'une modification du myocarde, le vétérinaire sera le sujet évidemment très important. Alors, les cardiomyopathies d'origine inconnue, ou encore dites cardiomyopathie primaire, ce sont des maladies très complexes, avec de très nombreuses formes, mais avec même une classification assez difficile. On en donnera une ébauche tout à l'heure. Des évolutions cliniques très variables. Ce sont des maladies sous la forme connue chez le chat, qui sont aussi bien connues chez les humains, avec un caractère héréditaire qui a été suggéré par le fait qu'il y a des familles, des lignées, des races qui sont plus susceptibles de développer ces maladies, avec d'emblée des caractères importants qui sont une absence de corrélation avec l'âge, c'est-à-dire que c'est des maladies qui peuvent apparaître dès le plus jeune âge, mais aussi chez les vieux. Et puis, pas de corrélation avec le sexe, sauf que les mâles présentent des formes plus graves en termes de statistiques que les femelles. Alors, classification difficile, on a quand même pu les répartir en 5 groupes. Le premier groupe, ce sont les cardiomyopathies dilatées avec un amincissement du myocarde. Je vous en parle parce que d'une part, c'est la forme la plus répandue chez le chien, et d'autre part, c'est une forme qui a presque disparu chez le chat parce que grâce aux travaux de Paul Pion en 1992, on s'est aperçu que c'était une carence en taurine qui en était responsable. Et dès lors qu'on a supplémenté l'alimentation en taurine, on a vu pratiquement disparaître cette forme de cardiomyopathie.
Celle qui va nous intéresser, ce sont les cardiomyopathies hypertrophiques, parce que ce sont les plus fréquentes, 65% des cardiomyopathies. Elles se caractérisent par une augmentation de la masse ventriculaire gauche, un épaississement du myocarde généralisé ou plus localisé, et puis une baisse de la relaxation quand le cœur se remplit. Ce sont des maladies qui ont quand même un impact sérieux sur la vie des chats, puisque la prévalence est estimée à environ 15% des chats, c'est quand même important. Ce sont les moins méconnus de toutes les cardiomyopathies, avec de grandes variabilités quant à la modification, l'épaississement du myocarde. Et puis c'est dans ce groupe qu'on rencontre les cardiomyopathies héréditaires génétiques. Il y a 3 autres groupes. Les cardiomyopathies restrictives qui sont caractérisées par une atteinte de l'élasticité musculaire, les cardiomyopathies qui se traduisent par des troubles du rythme, et puis un groupe dans lequel on classe toutes celles qu'on ne sait pas classer ailleurs, les cardiomyopathies non spécifiques. Alors, pourquoi la cardiomyopathie hypertrophique est gênante pour l'animal? L'épaississement du myocarde va entraîner une réduction. En fait, il va se faire vers l'intérieur du cœur, l'épaississement. Il va donc entraîner une réduction de la chambre ventriculaire gauche, avec en conséquence, à chaque contraction, une quantité moindre de sang qui va vers la circulation. En conséquence, un débit cardiaque qui va être diminué. Baisse d'apport sanguin au tissu, ça veut dire fatigue, ça veut dire trouble, ça veut dire même syncope, souvent associé à des troubles du rythme. On a là tous les ingrédients pour malheureusement constater des morts subites. En même temps, il y a une certaine incapacité Je vois que là, après le déjeuner, c'est un peu difficile, hein, je le conçois, pour moi aussi d'ailleurs, mais enfin bon. Donc une certaine il y a accumulation du sang en amont du cœur, hein, parce que le cœur il n'arrive pas à gérer tout ce sang qui arrive, puisqu'il a une réduction de sa capacité à emmagasiner du sang. Accumulation du sang dans l'oreillette gauche, donc il va y avoir une dilatation de l'oreillette gauche. Hein. Puis cette accumulation de sang va se faire au-dessus de l'oreillette gauche, c'est-à-dire dans les poumons. Et c'est une bonne circonstance qui induit la formation soit d'un nœud pulmonaire, soit d'un épanchement pleural, et évidemment des grandes difficultés respiratoires. Pour compléter la chose, eh bien, dans la grosse oreillette gauche qui s'est formée, eh bien, on va malheureusement pouvoir... on va avoir des volutes de sang qui vont se former et possibilité qu'un caillot de sang se forme et qu'il soit envoyé vers la circulation, qui se bloque. Et dans cette circonstance, on a possibilité d'une paralysie liée au fait que, tout simplement, les membres ne sont plus irrigués par le courant sanguin. Alors, quand les lésions de cardiomyopathie hypertrophique apparaissent-elles? Bof, on n'en sait rien. Quand l'insuffisance cardiaque qui va être consécutive à ces lésions de cardiomyopathie hypertrophique va-t-elle se déclarer? Bof, on n'en sait rien. D'autant que la phase asymptomatique, c'est-à-dire entre le début des signes de cardiomyopathie et l'arrivée de l'insuffisance cardiaque, eh ben cette phase-là, elle peut être de durée très variable, et puis même, elle peut ne pas exister du tout. C'est-à-dire que 70% des cardiomyopathies hypertrophiques n'entraînent finalement pas de symptômes. C'est bien ça, hein? Sauf que quand même, les 30% sur 15%, vous voyez, ça fait quand même beaucoup de chats, sur les 15% de prévalence. Alors, le vétérinaire là-dedans, eh bien, il aura beaucoup de mal à pronostiquer. Et puis, dans son diagnostic, il y aura 2 étapes. Le diagnostic des modifications myocardiques et puis le diagnostic de l'insuffisance cardiaque. Alors, pour le diagnostic des modifications myocardiques, nous avons une Bible qui est le consensus ACVIM, c'est-à-dire du collège des médecins vétérinaires cardiologues qui comprend international. Hein, il y a de toutes les nations, hein, qui nous donne un certain nombre de recommandations et
d'explications et de conseils pour gérer ces cardiomyopathies, pour rechercher ces cardiomyopathies hypertrophiques et pour les traiter. Évidemment, en tout premier, l'auscultation avec le souffle cardiaque. Le souffle cardiaque, 15% des cardiomyopathes hypertrophiques en présentent un. Donc, vous voyez, ce n'est pas une aide faramineuse, sachant en plus que la moitié de ces souffles cardiaques ne sont pas liés à des problèmes cardiaques, à contrario de chez le chien. Le bruit de galop, par contre, est un très bon indice de cardiomyopathie. Malheureusement, il n'apparaît que dans une dizaine de pourcents des cardiomyopathies hypertrophiques. La radio, pas beaucoup plus de renseignements parce que les cardiomégalies sont souvent très discrètes. Les troubles du rythme, ça c'est un bon indice, mais c'est un nombre très restreint de cardiomyopathies qui en développent, et puis ils sont souvent transitoires, donc il faut avoir recours non seulement à l'ECG, mais parfois à l'examen à haute terre pour les mettre en valeur. Puis les biomarqueurs, comme la troponine, comme le NT-proBNP, sont très intéressants, sauf qu'ils sont un peu tardifs. Et finalement, le chat est déjà en insuffisance cardiaque quand on les voit se modifier. Le gold standard pour diagnostiquer ces cardiomyopathies hypertrophiques, c'est l'échocardiographie, qu'elle soit BD, bidimensionnelle, temps mouvement, Doppler, et de manière beaucoup plus récente, tissulaire. Elle permet de visualiser, de caractériser les épaississements musculaires. Elle permet de visualiser facilement la dilatation de l'oreiller gauche et de calculer un certain nombre d'indices tout à fait intéressants pour bien diagnostiquer les modifications du muscle cardiaque. Elle permet en plus de bien évaluer ses conséquences sur les fonctions, surtout diastoliques, et secondairement systoliques. Finalement, pour faire ce diagnostic de cardiomyopathie hypertrophique, dans la mesure où ce que je viens de vous décrire, c'est quand même des indices assez frustres et qu'on ne peut pas faire non plus une échocardiographie, si on voudrait bien, nous, tous les jours sur chaque chat. Nous, on est d'accord, mais enfin bon, sur le plan pratique, ça va être difficile. Eh bien, c'est par le biais des symptômes. Ces symptômes, d'une façon générale, le plus souvent apparaissent très brutalement. Parfois, d'abord par la mort subite. Alors là, malheureusement, les choses sont classées à jamais. Mais heureusement, il y a un passage par le stade difficulté respiratoire est très fréquent, avec des chats qui rentrent de promenade ou qui, après un petit effort, ou même sans autre cause, se mettent à respirer très difficilement. C'est aussi la complication possible de thromboembolie, qui entraîne une paralysie d'un membre ou de deux, et puis accompagnée d'une très forte douleur. Mais dans ce schéma gravissime, heureusement, il y a des formes moins sévères, avec des modifications respiratoires moins marquées, sans forcément avoir de thromboembolie. Et pour lutter contre ces symptômes d'insuffisance cardiaque, eh bien, on a des traitements. Plusieurs traitements, mais bon, qui méritent encore des validations. Il n'y a pas encore vraiment d'études, même d'AMM, de médicaments pour la cardiomyopathie hypertrophique du chat. Donc, oui, il y a des traitements, on vous en prescrira, mais en tout cas, ils ne sont pas capables de lutter contre l'épaississement myocardique, ils sont capables de lutter contre la congestion qu'entraînent les modifications du muscle cardiaque. Alors, oui, ce sont des maladies déroutantes, vous l'avez compris, qui, avec ces formes asymptomatiques qui sont plus ou moins longues, avec ces symptômes qui sont souvent très graves, avec des signes précurseurs qui sont absents, avec une thérapeutique étiologique qui n'existe pas, avec une thérapeutique symptomatique qui est encore un peu discutée. Eh bien, on repense à cette idée qu'il y a des lignées, il y a des races, et que, comme chez l'homme, il y a un caractère héréditaire qui peut-être nous donner quelques solutions pour détecter et éventuellement éviter l'apparition de ces cardiomyopathies hypertrophiques. Alors, ces deux cardiologues, généticiens américains, Kittelson et Merce, qui, dans les années 2000-2005, ont
eu, grâce à des lignées de Maine Coon qui présentaient cette maladie, pu mettre en évidence que dans les myocardes des animaux malades, eh bien, il manquait une protéine, que cette protéine était codée par un nucléotide A31P et qu'en fait, c'était ce nucléotide qui défaillait, qui codait mal la protéine, et du coup, la protéine codée ne pouvait pas s'intégrer au sarcomère, et en conséquence, on avait les lésions d'hypertrophie caractéristiques d'une cardiomyopathie hypertrophique. Alors ça, c'était une découverte géniale. Géniale d'autant que pour une fois, on avait une maladie monogénique, un seul gène, alors que la plupart du temps, c'est polygénique et c'est du coup beaucoup plus difficile à gérer. Donc, monogénique autosomal, c'est-à-dire non lié au sexe, dominant, à pénétrance incomplète, ça veut dire qu'il existe des porteurs sains qui ne développeront pas la maladie, et avec, pour cette mutation, des homozygotes, c'est-à-dire la mutation présente sur les deux allèles, ou des hétérozygotes avec un seul allèle atteint. Avec cette idée que les homozygotes allaient développer une cardiomyopathie hypertrophique plus précoce, plus grave que celle des hétérozygotes. Les homozygotes sauvages ne transmettent pas la maladie, les hétérozygotes transmettent la maladie à 50% de leur descendance et les homozygotes mutés à 100% de la descendance. Sans te mettre de pression, Jean-François, il te reste 5 minutes. Ouais. N'a pas une crise cardiaque quand même. Non, non. Alors, le test de dépistage, donc 2 tests actuellement, 2 races, le Maine Coon et le Ragdoll, où on a trouvé des mêmes mutations sur, pas exactement les mêmes nucléotides, mais sur le même gène. Donc, pour faire le dépistage, on le fonde soit sur le phénotype, c'est-à-dire l'expression de la maladie, l'aspect du myocarde, soit sur le génotype. Et cela concerne les malades, les descendants pour arrêter la propagation, les ascendants pour rechercher les lignées, bref, tous les reproducteurs pour éviter la propagation de cette anomalie. Le phénotype, bien sûr, a recours au diagnostic échographique. La grande difficulté, c'est de savoir ce qui est normal de ce qui est anormal. Les 6 mm d'épaisseur, ce n'est pas toujours 6 mm parce qu'il y a de grandes différences entre les races, en fonction du poids, en fonction de l'embonpoint, en fonction de certains facteurs environnementaux. Et maintenant, on a des données beaucoup plus larges, par exemple par le biais de POPED, où vous voyez, il y a 200 000 Maine Coon qui ont été échographiés. Donc, on peut bien mieux avoir la connaissance de la limite entre normal et anormal. Défauts positifs et des erreurs de technique. Et certains chats malades aussi, la déshydratation peut entraîner des épaississements, simuler des épaississements myocardiques. Et puis défauts négatifs. Et puis, surtout, il faut bien être conscient que l'examen échographique, c'est valable le jour. Et que le lendemain, malheureusement, il peut se développer une cardiomyopathie. Le génotype, par contre, là, c'est très tranquille. Brossage, alors oui, j'ai oublié, puis le coup, savoir si le chat va être sage pendant l'examen. Enfin, bref, il y a aussi tout un ensemble de problèmes qui sont liés à cet examen échographique. Puis le génotype, alors ça, c'est tranquille, on brosse, et on peut avoir du coup, la connaissance des homozygotes mutés et des hétérozygotes mutés. Quand on a commencé les statistiques, le Maine Coon, on avait 39% d'hétérozygotes, 4% d'homozygotes. Le Ragdoll, qui avait un échantillon un peu moindre, 26% et 1%. Ça, c'était des statistiques liées à Antagène. J'ai demandé à ce laboratoire de me dire où on en était. Ben, vous voyez, qu'en 2023, on a considérablement diminué le nombre d'hétérozygotes. C'est grâce à vous, c'est vous. C'est parce que vous, éleveurs, vous avez bien fait les choses. Malheureusement, ce n'est pas le cas de tous les Maine Coon et on a baissé, mais on reste quand même à des niveaux un petit peu trop élevés d'atteinte d'hétérozygotie et d'homozygotie mutée. Donc, cette mutation, où on en est parce qu'il est important de corréler la génétique avec la clinique. Eh bien, pour ce qui concerne les homozygotes mutés, 30 à 40% des homozygotes mutés sont malades. Vous voyez qu'il y en a quand même 60% qui s'en tirent bien. Versus, il y en a 2,5% aussi d'homozygotes
sauvages qui présentent une cardiomyopathie hypertrophique. Donc il n'y a pas que le réservoir, pas que les mutés qui développent une cardiomyopathie hypertrophique. Chez les hétérozygotes, finalement, c'est un pourcentage très faible. Du coup, c'est même pas un facteur de risque. C'est à peine un facteur de risque. Pour le ragdoll, c'est un peu différent. Les homozygotes, en tout cas, pour les hétérozygotes, où là, les auteurs ne sont pas tout à fait d'accord sur le risque lié à l'hétérozygotie. Les races considérées à risque, elles sont nombreuses. Des prévalences commencent à être bien connues. Par exemple, le sphinx, le norvégien, il y a une prévalence qui est élevée. Et les modifications sont très variables selon la race, selon l'âge, selon le sexe et selon l'environnement. Évidemment, la recherche clinique s'évertue à trouver de nouvelles mutations, des gènes candidats. Pour le moment, le test Sphinx semble malheureux, qui existe aux États-Unis et n'est pas vraiment validé. Je vous invite à lire, à télécharger la thèse de mademoiselle Mélina Pecot, qui donne d'excellentes indications sur la cardiomyopathie hypertrophie et sur la recherche de gènes. C'est vraiment très facile à lire. Téléchargez-la parce que c'est très bien. Et il y a également un article qui vient de paraître qui nous dit que le test Sphinx est actuellement encore n'est pas encore vraiment validé. Et dedans, on retrouve Maria Bitbol, qui fait partie de votre conseil scientifique et qui pourra vous l'expliquer encore mieux que moi. Quel conseil? Ne pas oublier qu'il y a des cardiomyopathies qui ne sont pas liées à la mutation, en tout cas chez le ragdoll et chez le Maine Coon. Bien sûr, pas faire reproduire les homozygotes. Pour les hétérozygotes, on peut en tout cas croiser plutôt homozygotes et hétérozygotes. Il ne faut pas oublier que si on élimine les hétérozygotes, dès lors qu'il y a un pourcentage relativement élevé, on va faire émerger d'autres tares. Attention à la formulation. Alors là, oui, j'aurais aimé qu'on puisse en débattre. Peut-être qu'on aura 2 minutes pour en débattre sur qu'est-ce qu'on fait des chatons atteints. Sûrement pas mettre évidemment à la reproduction ceux qui sont homozygotes. La détection génétique et l'image sont toujours à associer dans les races où on peut le faire. Et puis, c'est toujours important de centraliser les éléments qu'on peut connaître, parce que c'est comme ça qu'on peut faire aboutir, donc c'est comme ça qu'on peut publier et nous renseigner. La cardiomyopathie hypertrophique est une maladie musculaire dégénérative grave, d'évolution imprévisible. On a mis en évidence des mutations de gènes responsables dans 2 race, qui est une découverte très positive parce qu'elle a entraîné une baisse significative des homozygotes. Mais le dépistage, c'est toujours l'échocardiographie, généralement une fois par an, et en particulier pour les reproducteurs. C'est une maladie qui est vraiment passionnante parce qu'encore pleine de secrets pour les cliniciens et les généticiens, mais on a fait beaucoup bouger les lignes grâce à ce trio gagnant que sont les éleveurs, le vétérinaire et le généticien. Je vous remercie pour votre attention. Je m'excuse, monsieur Cyril, pour le retard que j'ai pris. Écoute, Jean-François, bravo. Bravo pour le timing. Grâce à cette présentation bien comptée, si je puis dire, on a le temps de poser quelques questions dans la salle, s'il y en avait. Est-ce que parmi vous, oui, il y a une question ici. Oui, bonjour. Enchantée. Donc, je représente une nouvelle race, le Savannah. Je sais que dans plein de pays du monde, il y a un test génétique pour la cardiomyopathie hypertrophique chez le Savannah. Mais en France, il n'y en a pas. Donc, j'avais demandé au laboratoire Antagène s'il était possible de travailler dessus. Ils m'ont demandé justement d'avoir suffisamment d'échantillons. Mais je ne comprends pas trop ce que ça représente. Et est-ce que vous êtes au courant des tests qui existent mondialement pour le Savannah? Alors, non.
Non, je me suis un peu renseigné sur le sphinx parce que le sphinx, compte tenu de la prévalence, et puis il existe un test aux États-Unis. Donc, je pense qu'il faut que vous regardiez. Elle est un peu compliquée, hein, la publication là que j'ai très rapidement. Elle est de 2024. Elle fait vraiment le tour de toute la génétique des races et c'est eux qui actuellement disent ben non, le sphinx. Parce que je sais qu'il y a un test aux Pays-Bas, je l'ai utilisé, qui est utilisé aux Pays-Bas. C'est le premier pays à avoir testé la cardiomyopathie hypertrophique chez le Savannah. Donc je l'ai utilisé pour mes chats, mais c'est pas reconnu en France, c'est juste pour moi, pour mon travail. Mais je sais qu'au Canada, ça fait des années qu'ils l'utilisent, aux États-Unis aussi. Donc, Alors, le problème, en fait, pourquoi les tests? Parce que souvent, par exemple, chez le ragdoll, on pense qu'en fait, le caractère monogénique, on suspecte qu'il n'est pas, qu'en fait, il y a une autre composante. Il y a un autre gène qui c'est pour ça, hein, souvent, on s'aperçoit que ouais, c'est pas si simple que ça. voilà. Du coup, après, on a des résultats qui font que, bon, oui, il y a des pourcentages d'animaux qui présentent, des homozygotes qui présentent des signes d'insuffisance, enfin, de cardiomyopathie hypertrophique. Hein. Mais après, il y en a tellement d'autres qui en présentent sans être homozygotes mutés que ça n'a plus de signification. Voilà. Donc, dans le cas du savannah, je ne peux pas vous répondre, je ne sais pas. Merci. Voilà. En tout cas, Marie peut vous répondre à ce sujet, hein, sûrement. Hein. Bonjour, vous parlez d'une prévalence de 15% de CMH. Quand vous parlez de 15%, c'est dans l'espèce féline en général. Est-ce que vous avez fait la différence, on va dire, entre les chats de race et les chats européens dits de gouttière? Non, je n'ai pas recherché cette statistique. D'accord. Ouais. Et si on part du principe, donc il y a... Ceci dit, vous avez vu la prévalence dans certaines races. Dans certaines races, voilà. D'accord. Voilà. Oui, mais quand on dit 15%, en fait, ça induit ma question suivante, c'est de savoir, est-ce que vous préconisez donc, même si on n'a pas de prévalence importante dans toutes les races, néanmoins de pratiquer des échographies cardiaques sur tous nos reproducteurs? Ah oui, oui, oui. Oui. Voilà, quelle que soit la race, même s'il n'y a pas eu de maladie déclarée. C'est peut-être pas apparu, je suis passé peut-être un peu vite. Oui, il faut faire le dépistage échocardiographique. Quelles que soient les races. Quelle que soit la race. Voilà, oui, merci. Oui, voilà. C'est important. Avec ce bémol qu'il est OK là, on ne va pas le faire tous les jours, on va le refaire. Oui, on est d'accord, mais ça nous donne un bon indice. Bien sûr. Voilà, parce que je suis éleveuse d'une race où il n'y a pas du tout de CMH déclaré, enfin en tout cas personne ne l'a déclaré, ou s'ils en ont eu, voilà, parce qu'il y a aussi ce sujet-là avec les omertas qu'il peut y avoir selon les pays. Et voilà, ça m'intéressait de... Alors effectivement, il y a des omertas. Il y a aussi le fait que dans les 15%, oui, mais vu la difficulté de diagnostic d'une cardiomyopathie hypertrophique, qui en plus peut être localisée, on ne va pas non plus échographier tous les chats, hein, vous comprenez, tous les chats, je veux dire, y compris là, je parlais des reproducteurs. De race ou pas. Donc, mais ceux-là, les reproducteurs, il faut le faire. Merci. Est-ce qu'il y a encore une dernière petite question? Il nous reste 2 minutes. Non, c'est bon pour vous? C'est parfait. Mais écoutez, pardon? Ah, je n'avais pas vu, pardon. Bonjour. Il y a pas mal de faux tendons maintenant quand on fait les échographies, faux tendons ou cordage. J'aurais voulu savoir s'il y a une mise en évidence de problèmes suite à ça, de problèmes cardiaques ou pas. J'ai notamment une lignée de 6 générations qui, certains en ont, d'autres non, et n'ont jamais eu à ce jour de problèmes cardiaques, mais il y avait une sorte d'étude, le cardiologue m'avait dit à ce propos. Oui, oui, alors je ne suis pas du tout rentré dans le détail des signes de modification du myocarde, mais la présence de cordages anormaux en fait partie. Également le mouvement systolique antérieur de la valve mitrale aussi, en fait tout un cortège. On a sectorisé le muscle cardiaque en plusieurs portions de manière à pouvoir, quand on fait une échographie, se dire bah ouais, cette portion-là, elle est anormale.
Et c'est effectivement avec le Doppler tissulaire que c'est le moyen le plus performant maintenant pour reconnaître. Alors pour revenir à votre question, si le cordage, c'est un signe, mais si le cordage n'obstrue pas, n'entraîne pas d'obstruction à l'éjection aortique, bon, c'est un signe. Voilà. Mais, donc ça dépend du placement ou c'est vraiment... Ah bah oui, ça va dépendre du placement, voilà. Oui, hein, parce que la valve aortique, l'aorte et la valve mitrale, les piliers mitraux, les cordages, c'est un tout ça, et ça se... Il y a un lien fort entre tous ces éléments anatomiques. Et en fait, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait une cavité ventriculaire qui soit capable de recevoir une quantité suffisante de sang. Et on veut aussi qu'il n'y ait pas de difficulté à ce que le sang soit envoyé du ventricule gauche vers l'aorte. Voilà, après, on peut, oui, comprendre que... Alors, c'est vrai, est-ce qu'on va classer un cordage mal placé? Est-ce que ça va faire que le chat va être classé en cardiomyopathe? C'est toute la question, et c'est ce qu'on est en train de voir. On évolue dans nos connaissances, et puis surtout mettre de plus en plus avoir de plus en plus de données. Qu'est-ce qui va devenir ce chat? Pour le moment, bon, voilà, c'est difficile de vous répondre. Vous semblez dire que vos chats vont bien, donc c'est un élément important à prendre en compte. J'ai en effet 6 générations. J'en ai une qui a une malformation dans le milieu. Elle a été vue à Maison-Alfort et à Opia. J'ai eu le feu vert pour la repro. Je teste tous ces chatons. Il y a aussi des malformations qui peuvent être héréditaires, mais bon, parfois c'est ponctuel, voilà. La nature a mal fabriqué. Bon. Oui, elle ne m'a fait que des chatons sans cordage, mais c'est vrai qu'on la suit, elle est bien suivie. Okay. Merci. Merci bien, on va devoir... merci Jean-François Cyril, d'être intervenu. Pensez à venir à Lyon, à notre réunion éleveur vétérinaire. Merci beaucoup.